Le programme d'appui au renforcement de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans le plateau central est en fin d'exécution. Bilan et perspectives dans ce journal. 8 communes étaient concernées. Les acteurs du programme parlent d'un bilan satisfaisant. Validation technique de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina. Les espoirs sont mis en grande partie sur l'entrepreneuriat pour leur permettre leur indépendance donc financière et un certain épanouissement. Et puis enfin, de journal donc, je vous propose des réactions de quelques acteurs politiques ivoiriens suite à l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara, Ado, qui a finalement réussi à obtenir un 3e mandat que l'opposition lui refusait. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'ambassadrice du Brésil au Burkina a été reçue ce matin par le président du Faso. En fin de mission, après plus de 6 ans de service, la diplomate brésilienne confie ses souvenirs d'avoir été près du peuple burkinabé à travers donc des moments intenses et historiques pour le pays et s'exprime dans cet élément. C'est mon départ du Burkina après 6 ans et demi. Ici, c'était mon premier poste comme ambassadeur. Et vraiment, on a eu, comme vous savez, de 2014 à 2020, nous avons eu des moments intenses ici. Et j'étais à vos côtés dans ces moments historiques qu'on a vécu dernièrement au Burkina. Je voulais vous féliciter pour les dernières élections, pour votre maturité politique. Je pense que les électeurs burkinabés ont choisi avec conscience ce qui était mieux pour leur avenir. Je pense que dans tous ces processus que vous avez eu depuis 2014, vous avez beaucoup de leçons à donner à différents pays du monde sur le processus démocratique. Être ici, c'est pour moi être chez moi. Je me sens complètement à l'aise au Burkina Faso. J'espère qu'on se met ensemble, on peut coopérer plus et trouver des façons de travailler ensemble. Le Brésil a beaucoup d'expérience dans l'agriculture et vous aussi, l'agriculture, c'est toujours une activité très importante pour vous. Je vais lire en titre le programme d'appui au renforcement de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans le plateau central est en fin d'exécution. Les acteurs de la mise en œuvre de ce programme étaient réunis aujourd'hui à Ouagadougou. Le bilan de 4 années d'activité a été fait. Le programme est porté par le laboratoire Citoyenneté avec l'appui de Solidaire Suisse, Abdourahim Tapsoba et Abdourahim Nigné. Mis en œuvre depuis 2017, le programme d'appui au renforcement de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans la région du plateau central a permis d'améliorer la participation des populations au processus de décision. Ce programme, qui a concerné 8 communes de la région, a favorisé le renforcement du service public au profit de la population. Et selon les responsables, le bilan est jugé satisfaisant car les populations comprennent mieux leur rôle dans la gestion de la chose publique. Il y a des maires qui ont été houspillés, il y a des maires qui ont été interpellés, qui étaient obligés de rompre leur travail quelque part pour venir répondre aux citoyens en fonction de leurs demandes. Voici comment la démocratie participative s'est jouée dans ces 8 communes-là. Donc avec notre partenaire, le laboratoire Citoyenneté, qui est une organisation assez expérimentée dans ce domaine, nous avons élaboré un programme qui a consisté à former les collectivités, à renforcer les médias et à travailler avec les communes pour qu'ensemble on puisse améliorer la qualité des services sociaux de base au niveau des différentes collectivités bénéficiaires. Au regard du bilan satisfaisant,
L'ONG Solidaire Suisse promet accompagner le laboratoire citoyenneté pour une expérience au niveau des villages, car pour le président de cette ONG, la démocratie se construit à la base. Nous allons expérimenter encore une nouvelle approche de participation, mais là à l'échelle village. On va choisir des communes partenaires où on va essayer de voir comment à l'échelle du village on peut créer un cadre de concertation et de redevabilité. Les conseillers municipaux qui représentent les villages, une fois de retour de la mairie, ils doivent trouver un cadre de restitution de ce qui se passe à la mairie, même dans le cadre de la planification des plans communaux de développement. Il faut un cadre de concertation à l'échelle village démocratique où les gens puissent s'exprimer, comme ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet à l'échelle communale, des organisations de la société civile qui discutent entre elles et qui proposent des actions, qui participent à la planification au niveau communal. Notons que le laboratoire citoyenneté intervient également dans plusieurs autres régions, comme le Sahel, le centre-nord et l'Est. Son objectif est le renforcement de la citoyenneté, la bonne gouvernance et le développement au niveau local. La Direction générale des impôts DGI tient depuis ce matin sa 9e conférence annuelle. Ce cadre est l'occasion pour les agents de la DGI de porter leurs réflexions sur les préoccupations majeures qui minent leur institution. Les experts d'autres pays ont été conviés à la rencontre. On en parle avec Mamétriana Kamabou. Comment rendre un meilleur service aux contribuables tout en améliorant les performances de l'administration fiscale burkinabé? Telle est la problématique sur laquelle les participants doivent se pencher à cette 9e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Durant 72 heures, les participants auront donc à identifier les défis majeurs à relever et proposer des solutions idoines. Nous devons donc travailler aussi bien sur d'autres aspects, tels que le cadastre fiscal où nous voulons moderniser. Nous devons donc travailler à revoir sans complaisance, en regardant quelle meilleure organisation nous allons mettre en place au niveau de la DGI pour que cette direction puisse bien sûr assumer convenablement sa mission. Ce n'est pas des réformes qui vont être imposées, c'est une réforme qui se fera avec les acteurs de la DGI, avec leurs contributions, et c'est eux qui réfléchiront, qui donneront des orientations qui nous permettront au niveau justement du ministère de travailler ensemble pour que nous puissions asseoir une administration moderne. Cette 9e conférence s'inscrit dans la vision du plan stratégique de la DGI 2017-2021. Un plan stratégique qui a mis l'accroissement de la mobilisation des ressources et la satisfaction des contribuables au centre de ses préoccupations. Et au compte de l'année 2020, la DGI a mobilisé près de 800 milliards de francs CFA. Il nous reste une quarantaine de milliards à mobiliser et donc nous sommes très confiants que dans les jours qui suivent là, on pourra mobiliser le reste et nous sommes convaincus que nous ferons au moins 100% des prévisions. Quelle réforme institutionnelle pour une DGI moderne, performante et orientée usager? C'est sur ce thème que se tient la présente conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Pour atteindre ces objectifs, la DGI a pour cette rencontre fait appel à des experts venus du Canada et du Togo. Depuis hier à Ouagadougou, rencontre de validation technique de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de Burkina, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet La Voix des jeunes du Sahel. Les espoirs sont mis en grande partie sur l'entrepreneuriat au profit des jeunes pour leur permettre donc un épanouissement financier et également dans la vie. On en parle avec Nelly Tapsoba. C'est dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso que le gouvernement burkinabé et ses partenaires ont initié la rédaction d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Les participants à cet atelier auront pour mission de valider techniquement la dite stratégie et son plan d'opérationnalisation. Nous avons mis en place donc une structure nationale, la Direction générale de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes. Mais il nous manquait donc le référentiel. Et aujourd'hui, donc, nous travaillons donc sur l'adoption, sur la validation
de la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat au niveau du Burkina Faso. Et au niveau donc de cette stratégie, ce qui est important, c'est d'abord la façon dont le processus a été conduit. Il y a certains bureaux d'études, il y a donc la Voix du Sahel qui accompagne, mais il y a que dans le cheminement, ils ont impliqué donc l'ensemble donc des acteurs sur le terrain et de toutes les régions. Et aussi au niveau donc du département, beaucoup de structures donc ont participé à l'élaboration donc de ce document référentiel. Afin de permettre une meilleure prise en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, le Centre de dialogue humanitaire et ses partenaires, dans le cadre de la mise en œuvre du projet La Voix des jeunes du Sahel phase 2, accompagnent l'État burkinabé dans l'élaboration de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat peut être une solution, ce n'est peut-être pas la panacée, mais effectivement les jeunes y ont cru. Et avec l'accompagnement donc des autorités, dans le cadre de ce dialogue, l'idée effectivement a été de pouvoir donc susciter, d'accompagner, de faciliter donc ce processus-là, bien entendu en intégrant donc les organisations de jeunesse dans le processus d'élaboration, et c'est ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui nous sommes en tout cas très réconfortés de voir que au-delà donc du Burkina Faso, le Niger avait déjà sa stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en y impliquant les organisations de jeunesse, et c'est le tour du Burkina Faso, deuxième pays sur l'ensemble de ces 5 pays. En tout cas, nous saluons ici donc l'engagement de tous les acteurs qui ont participé donc à l'émergence du processus d'élaboration dont la validation donc aura lieu aujourd'hui. Prennent part à cette rencontre l'ensemble des acteurs, autorités, organisations de jeunesse, secteurs privés et ONG venus des 13 régions du Burkina Faso. Notons que cet atelier de validation se tient du 15 au 16 décembre 2020. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a rencontré les députés hier lundi. L'objectif était d'associer les élus nationaux dans leur plaidoyer pour une éducation inclusive de qualité au Burkina. Les députés ont souligné la nécessité d'accroître le budget alloué au secteur en question pour relever donc les défis d'une éducation de qualité au Burkina. Abdourahmane. Le secteur de l'éducation fait face à plusieurs défis, à savoir la crise sécuritaire, le manque d'infrastructures scolaires et l'exclusion de certaines couches comme les personnes vivant avec un handicap. Autant de défis auxquels la Coalition nationale pour l'éducation pour tous compte s'attaquer. Au cours de cette rencontre avec les élus nationaux, les membres de la coalition ont fait l'état des lieux de l'éducation au Burkina Faso et il ressort des insuffisances qui doivent être relevées avec le soutien des parlementaires. Il y a des efforts qui sont faits, mais en réalité, il y a beaucoup de difficultés qui nécessitent effectivement que des mesures idoines soient prises. Voilà donc pour remonter ces défis-là. Nous avons essayé de faire une évaluation, un état des lieux de la mise en œuvre du plan secteur de l'éducation et de la formation. Nous constatons qu'au niveau du préscolaire, par exemple, le taux de préscolarisation est de 5,2%. Au niveau de l'alphabétisation, nous sommes à 34,5%, ce qui n'est pas très encourageant. Nous avons formulé des recommandations. Et c'est ce que nous avons voulu échanger avec les députés pour qu'ils comprennent le sens de notre combat et les recommandations que nous avons formulées, qu'ils les comprennent et qu'ils puissent nous aider à les porter au niveau de l'Assemblée. Les élus nationaux présents à cette rencontre ont tous approuvé le combat pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Ils ont promis soutenir la coalition pour relever le défi d'une éducation inclusive de qualité. Et nous, en tant que parlementaires, il est de notre devoir également d'aller dans le sens de l'amélioration des conditions des familles, des enfants et des populations du Burkina Faso. Et donc tout ce qui concerne l'éducation nous interpelle également. Et je crois qu'ils ont frappé donc à la bonne porte. Beaucoup de problèmes sont posés aujourd'hui. Et avec la crise sécuritaire, les problèmes ont augmenté dans le sens donc au niveau de l'éducation, et il est en tout cas impérieux, il est vraiment impérieux qu'on prenne ça en compte et que le budget vraiment soit revu à la hausse pour permettre en tout cas à l'enseignement de prendre en compte toute cette situation de crise. Selon les élus locaux, le gouvernement doit également poursuivre les réformes engagées pour adapter l'éducation aux réalités du pays et aussi réaliser des infrastructures dans les zones qui accueillent les élèves déplacés
pour favoriser la poursuite de leur cursus scolaire. Ce mardi à Ouagadougou, deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Comité national de coordination de la stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Il était question d'examiner le rapport de 2019 afin d'apporter des solutions significatives pour alléger la souffrance des mineurs. On en parle avec Mametriana Kamabou et Chérif Yanogo. En septembre dernier, le Comité national de coordination de la stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants avait adopté des outils de suivi et de rapportage de la stratégie nationale de lutte contre ce fléau. Il ressort que la lutte contre le travail des enfants a enregistré de nombreux acquis au cours de l'année 2019. Et à cette deuxième session, le comité va examiner le rapport de 2019 afin d'améliorer les résultats sur les pires formes de travail des enfants. Vous savez que nous avons fait une collecte de données sur les structures, sur les lieux de travail des enfants. Et nous avons donc des données que nous avons voulu partager avec ces commissaires afin qu'ils puissent nous aider à avoir de meilleures orientations pour lutter contre le travail des enfants. Au Burkina Faso, de nombreuses familles vulnérables n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, ce qui expose ce dernier aux pires formes de travail. Et selon une enquête menée par le comité, la majorité des enfants se retrouvent dans les sites d'orpaillage et dans le domaine agricole. Nous faisons la surveillance des lieux de travail. Nous essayons également d'améliorer l'accès à la formation éducative des enfants qui sont sur les sites et que nous retirons. Et nous essayons également de permettre que les familles dites vulnérables puissent avoir donc de meilleures conditions. Et pour accompagner ces familles vulnérables dans la lutte contre ce fléau, le ministère en charge de l'action sociale et ses partenaires organisent des opérations de retrait de cette couche vulnérable de ces sites. Nous essayons de retirer ces enfants, donc lorsque nous en trouvons sur les sites, de les retirer donc de ces sites-là et essayer donc de les replacer dans le système éducatif. En plus des opérations de retrait d'enfants, le ministère accompagne également ces familles dans l'amélioration de leurs revenus afin que ces enfants ne se retrouvent plus sur ces sites de travail. L'étude diagnostique des systèmes d'information urbaine des communes du Burkina au cœur d'un atelier de validation. Il était attendu des propositions d'un plan stratégique assorti notamment d'un budget et de manuels de procédure de mise en place des systèmes d'information urbaine. Rencontre tenue aujourd'hui, on en parle avec Serge Bado et Yolande Ilboudo. Les communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont confrontées à des difficultés liées à une croissance urbaine non maîtrisée. Une croissance urbaine non maîtrisée due en partie au faible développement et à l'usage d'un certain nombre d'outils modernes de planification et de gestion urbaine. Pour Armand Pierre Bewende, président de l'Association des municipalités du Burkina, l'étude des diagnostics des systèmes d'information urbaine permettra de résoudre ce problème. Le projet pilote va se passer sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Comme vous savez, Ouaga a évolué de 5 arrondissements à 12 arrondissements et Bobo-Dioulasso de 4 arrondissements, je crois, à 7 arrondissements. Donc il y a des zones complètes au niveau de ces deux grandes villes-là qui ne sont plus répertoriées sur nos cartes en tant que point géographique. Et cela est très important. Donc cet atelier va nous permettre de réfléchir sur les documents stratégiques à adopter et qui vont nous permettre également de faire un adressage pour toutes ces deux villes. Les communes du Burkina trouveront des résolutions dues aux difficultés d'orientation. Ainsi, des pistes de résolution durables seront prises en compte pour le développement de toutes les communes urbaines du Burkina. Et ce projet-là va consister à reprendre l'entièreté du numérotage et de la dénomination des rues. Les rues déjà qui ont déjà des noms ne changeront pas, mais c'est les numéros de rues que nous allions changer pour s'accoler aux nouvelles dénominations des secteurs et des rues. Vous savez que Ouagadougou, ça fait près de 15 000 rues. Et toutes ces rues-là, nous devions reprendre l'adressage de sorte à ce que
chaque rue puisse porter un numéro, que l'on puisse repérer les différentes parcelles, les différentes boutiques, les différentes concessions, de sorte à ce que si vous quittez ici à l'hôtel de ville et vous devrez vous rendre dans une alimentation qui est à Pincé, vous ne vous repérez plus avec le caïcédra qui est à proximité ou le maquis qui est à proximité, mais que vous puissiez dire que ce maquis ou bien l'alimentation, telle alimentation, elle se retrouve peut-être au 555, la rue 25. 15. Le président de l'association des municipalités du Burkina a saisi l'occasion pour lancer un appel au respect des mesures barrières compte tenu de l'ampleur de la pandémie du Covid-19. Question de santé dans ce journal. Cela fait environ plus d'une semaine que les agents de santé et les malades de l'hôpital Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso sont privés d'eau. Les robinets sont à sec. Une situation qui indigne la sous-section du Sincha de l'hôpital. Elle a d'ailleurs organisé un mouvement d'humeur hier au sein du centre hospitalier. Précision avec notre correspondant Joseph Oukoudou. Les travailleurs du centre hospitalier universitaire Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso, avec à leur tête les responsables du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sencha, ont exprimé ce mardi leur mécontentement. Raison de ce mouvement d'humeur, une coupure d'eau dans les différents services de l'hôpital. Nous trouvons cela inadmissible que dans un centre de santé, fût-il en tout cas un grand hôpital de référence du pays, le deuxième, qui viennent à manquer de l'eau pour faire les soins. Et nous avons pensé que cette situation perdure depuis plus d'une semaine et que nous ne pouvons pas continuer à être complices de cette situation. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décidé effectivement d'attirer l'attention des travailleurs et même effectivement de tout le monde par rapport à la question. Mais l'une des mesures barrières effectivement par rapport à la Covid, c'est le lavage des mains. Voilà, vous ne pouvez pas poser un acte à la santé. Avant de poser un acte, il faut laver les mains. Après l'acte, il faut laver les mains. Tout le temps, il faut laver les mains. Mais s'il n'y a pas l'eau, vous voyez qu'on s'expose et on expose les malades, effectivement, à la Covid. Ça, c'est une question, j'allais dire, vraiment élémentaire. Une interpellation qui sera suivie d'un arrêt de travail si une solution n'est pas trouvée. Nous avions décidé que effectivement, si l'eau n'arrivait pas, si la coupure se poursuivait ce matin, tout simplement, on allait arrêter le travail. Ça va de soi. Parce que sans eau, on ne peut pas parler que santé. C'est une question, j'allais dire, primordiale et élémentaire. Mais depuis hier soir, effectivement, on a constaté qu'il y avait une desserte en eau dans les services. Ce qui ne peut pas, effectivement, on ne serait pas compris si aujourd'hui on arrêtait le travail. C'est pour cela que nous avons tenu à dire que d'ores et déjà, s'il arrivait qu'il y ait une coupure dans un service donné, effectivement, en tout cas notre syndicat était partant pour que finalement, le travail soit arrêté au niveau de ces services. Et à en croire les manifestants, la hiérarchie a été plusieurs fois saisie sur la question. C'est un problème qui a été posé depuis longtemps. À un certain moment, la direction a dit que c'était les installations. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait équiper les services de polytanks. Mais tout ça, ça a été fait. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ça a montré ses limites. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes des praticiens, nous attendons le matériel pour poser les actes. Et quand ça vient à manquer, on donne de la voix. Notre tentative d'avoir la version des faits de la direction générale du CHU est restée vaine. Restons à Bobo-Dioulasso où la ministre en charge de la femme a lancé le 13 décembre dernier une série d'ateliers de concertation avec les maîtres coraniques. Les rencontres vont traiter de la protection de l'enfant et du renforcement de Vivre Ensemble Burkina. Elles sont prévues sur l'initiative de l'association Tabita Landal des maîtres coraniques du Sahel. Correspondance toujours avec Joseph Koudou. Cet atelier du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire vise à mettre à contribution les maîtres coraniques pour une meilleure protection de l'enfant et le renforcement de la cohésion sociale. Le ministère de la Femme, la Solidarité nationale, la Famille et l'Action humanitaire a lancé cet ambitieux programme de son Excellence le Président du Faso de retirer 50% des enfants en situation de rue. Nous avons initié et entamé ce projet en 2019.
2018 et nous savons que ce projet avance, mais il est bon de se concerter avec les différents acteurs entrant dans la mise en œuvre de ce projet pour mieux et parfaire l'harmonie et la cohésion entre les acteurs pour arriver vraiment à des objectifs meilleurs. Aujourd'hui, nous allons donner des communications pour dire comment, ensemble, avec les maîtres coraniques, nous pouvons mieux protéger les enfants, donner l'instruction religieuse aux enfants et leur permettre de ne pas décrocher et de rester dans la rue. Il sera également question lors de ce cadre d'échange du phénomène de la mendicité et ses implications. Le code pénal punit la mendicité. La mendicité reste un délit. Même si elle est tolérée par les forces de l'ordre, cela reste un délit au Burkina Faso parce que c'est interdit par la loi. Donc nous devons comprendre que quand nous faisons des lois, c'est pour qu'elles soient respectées de tous. Mais avant d'appliquer les lois, il faut faire comprendre aux uns et les autres et donner des alternatives à ces personnes avant que la loi ne soit appliquée. Une initiative de l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel. Il se trouvait depuis un certain temps, nous avons compris quand même qu'il y a des choses qui n'allaient pas trop, puisque vraiment il y a eu des discussions, on attend quand même de différentes conversations un peu partout. Et on s'est rendu compte quand même que vraiment il y avait des difficultés entre le ministère et l'association qui avait signé la convention avec le ministère. Donc on a entrepris cette activité pour vraiment rapprocher le ministère et le maître coranique pour les écouter et échanger entre nous, puisque quel que soit ce que nous faisons, si vraiment on ne s'assied pas entre nous, discuter, trouver terrain d'entente, ça sera difficile. Chacun montre qu'est-ce qu'il peut porter pour que vraiment cette cohésion sociale-là soit une réalité. Ces concertations se feront avec au total 400 maîtres coraniques, dont 200 à Ouagadougou, 100 à Bobo-Dioulasso et 100 autres à Dori. Et puis dans le reste de l'actualité, investiture du président ivoirien dimanche dernier, le contenu du discours de Alassane Dramane Ouattara et la démarche qu'il présente pour ce nouveau quinquennat est évoqué par certains de ses collaborateurs, des proches collaborateurs, et s'exprime plutôt dans cette correspondance de Yamba Cabré. Souverain de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, réélu en octobre dernier, a prêté serment pour relever de nouveaux défis à la tête de la Côte d'Ivoire, dont les plus pressants sont entre autres la réconciliation nationale, la justice et la relance économique post-crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19. Il jouit sans doute d'une légitimité internationale pour y parvenir au regard de l'attraction des chefs d'État et des hauts représentants du monde entier à son investiture, à défaut d'une caution nationale unanime, mais ses fidèles et proches collaborateurs en sont bien conscients, confiants et rassurants. Le président Alassane Ouattara a prêté serment pour le premier mandat de la Troisième République. Nous avons retenu des mots forts, la lutte contre la corruption, la prise en charge des frais COGES au niveau de l'éducation, amplifier les actions pour la jeunesse, amplifier l'autonomisation économique et inclusive des femmes. Nous ressortons de cette prestation de serment avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Et nous disons que la Côte d'Ivoire doit continuer à aller de l'avant avec un grand pâtissier qui est le président de la République. Je vous remercie. Nous attendons du président ce qu'il a lui-même promis aux Ivoiriens et sur quoi il travaille depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans aujourd'hui. Ce que nous attendons, c'est que la Côte d'Ivoire continue sa marche en avant. Nous attendons du président qui reste ferme, qui respecte son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays de travail. Et ça, je suis totalement heureuse parce que heureusement que nous avons la tête de notre pays, un sachant, un homme d'expérience et un homme qui aime vraiment la Côte d'Ivoire, son pays, et qui l'a démontré à travers toutes les expériences que nous avons connues. Je souhaite bon voir la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara et j'invite les Ivoiriens à rester concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est l'entente, c'est la solidarité. L'essentiel, c'est que notre pays reste debout, en paix, pour aller donc vers des lendemains meilleurs. La cérémonie d'investiture, tout comme l'élection présidentielle elle-même, a été boycottée par la plateforme de l'opposition conduite par le président Henri Konan Bédié, qui venait d'annoncer la mise en berne du dialogue national.
Il exige au préalable la libération des prisonniers politiques, la mise en place d'un cadre de concertation en remplacement du Conseil national de transition CNT et le retour des exilés dont l'ex-président Laurent Gbagbo, acquitté par la justice internationale mais condamné en Côte d'Ivoire par contumace pour des crimes économiques. Ce dernier vient d'ailleurs de se faire établir ses passeports usuels comme annoncé par le président Alassane Ouattara lui-même lors de son discours d'investiture et pourrait peut-être bénéficier d'une grâce présidentielle pour son retour en douceur au bercail. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain.